France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur Radio France Internationale et France 24. Cette semaine a été marquée par la 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York qui a vu les Européens divisés sur la question de Gaza et puis en décalage avec les États-Unis de Donald Trump sur plein de gros dossiers. Et nous en parlons tout de suite avec l'ancien chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Bonjour. Bonjour, merci. Merci de nous rejoindre. Vous êtes d'ailleurs, je le précise, en duplex depuis Madrid. Vous êtes espagnol. Vous présidez un think tank sur les affaires internationales, le CIDOB. Et rappelons que vous avez été ministre des Affaires étrangères dans le premier gouvernement socialiste de Pedro Sánchez en Espagne. Et puis, pendant 5 ans, surtout, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité. Vous participiez encore l'an dernier à l'Assemblée générale de l'ONU. Ce rendez-vous vous manque. Qu'est-ce que vous avez pensé du cru 2025 ? Bon, cette année, ça a été le grand spectacle du président Trump. Et ça, j'ai raté quelque chose, vraiment. Parce que le discours du président Trump, ça a été vraiment ahurissant. Trump cassant toute la vaisselle, c'était quelque chose d'historique. Alors, il y a quand même eu aussi, à l'occasion de l'Assemblée de l'ONU, des reconnaissances en cascade de la Palestine. Et vous croyez que cela est d'ailleurs capable de changer la donne pour Gaza ? C'est un sujet auquel vous êtes très sensible. La reconnaissance toute simple, l'acte diplomatique de dire je reconnais, évidemment, non. Par elle-même, non. La France, il y a 30 ans qu'elle hésite. Il y a 30 ans que Yitzhak Rabin, le premier ministre d'Israël assassiné, avait dit, peu de jours avant d'être assassiné, qu'il se réjouissait que la France montre sa volonté de reconnaître le futur État palestinien. Il y a 30 ans de ça. Elle l'a fait finalement. Elle l'a fait, oui, finalement. Vous avez raison, finalement. Mais le chiffre de la semaine, justement, Josep Borrell, c'est le nombre de pays qui reconnaissent la Palestine. 157 sur 193 pour l'ONU, soit 80% des nations. Mais dans l'Union européenne, cette moyenne baisse. 16 pays, donc sur 27, reconnaissent la Palestine, 60%. Les Européens sont encore très divisés. J'ai envie de vous demander, trop ? Absolument trop. Trop. Le monde entier est derrière l'idée de faire que les Palestiniens qui habitaient là avant que l'État juif soit créé puissent avoir aussi son foyer national. Le monde entier, bon, à l'exception des États-Unis, de l'Israël de Netanyahou lui-même, de l'Argentine, du Paraguay, de l'Hongrie, de la Slovaquie peut-être, et quelques îles du Pacifique. À part ces pays-là, le reste, maintenant le Canada, la France, le Royaume-Uni, l'Australie, le Portugal, il y a quelques mois déjà l'Espagne, c'est pas n'importe qui. Mais l'Europe, l'Allemagne, l'Italie, quand on dit l'Europe, on dit l'Allemagne et l'Italie surtout, c'est eux, bon, l'Hongrie évidemment, c'est eux qui restent encore sans reconnaître. D'ailleurs, les anciens pays du pacte de Varsovie qui sont entrés dans l'Union européenne, ils sont entrés avec la reconnaissance dans son sac à dos. C'est vraiment dommage que l'Europe soit dans cette position-là. Alors, pour réagir à la situation à Gaza, la Commission européenne prévoit désormais la suspension des concessions commerciales préférentielles sur les produits israéliens, l'imposition de sanctions aux ministres d'extrême droite et aux colons extrémistes dans les territoires occupés de Cisjordanie. Et vous avez qualifié d'ailleurs ces mesures de plaisanterie. Pourquoi ? Écoutez, vous savez quel est le coût pour Israël de cette annulation partielle, très partielle de l'accord commercial? Le coût pour Israël, c'est 227 millions d'euros. Est-ce que vous croyez vraiment que Netanyahou va se sentir impressionné pour qu'on lui dise qu'il faut qu'il paye 227 millions de droits de douane? Non, je ne le pense pas.
Si c'est ça, ce qu'on est capable de faire, c'est vraiment pas à l'auteur de l'enjeu. À la vue de ce qu'il se passe, c'est pas grand-chose. Mais au moins, ils ont cassé le tabou de qu'on ne pouvait rien faire contre Israël. Au moins, on a cassé ces tabous. Avant de ça, j'avais dit, écoutez, si les États membres, quelques États membres, considèrent que la Commission européenne ne fait pas ce qu'elle devrait faire, ben, il y a une solution, c'est aller au tribunal de justice. Parce que quand on dit qu'il faut mettre l'accord d'association en hold, comme on dit en anglais, c'est pas, Le c'est pas un choix. suspendre, le C'est suspendre. suspendre, et c'est pas un choix parce que c'est une obligation du traité. Le traité dit les parties qui ont signé l'accord, c'est-à-dire l'Union européenne et l'Israël, tous les deux reconnaissent que l'autre doit complir avec les droits humains. Alors, C'est une obligation. Si le parc ne le fait pas, vous devez agir. Si vous agissez pas, quelqu'un doit dire attention, il y a quelques manquements de cette obligation légale. jusqu'où devrait aller l'Union européenne pour vous, pour aider finalement à solutionner la situation à Gaza? Ben, je n'attends pas que l'Union européenne, avec la règle de l'unanimité, puisse faire beaucoup. Oui, la Commission aurait pu proposer que des mesures plus fortes. Mais encore, il faut que les États membres l'approuvent. Dans les domaines commerciaux, c'est par majorité qualifiée. Et pour ceci, il faut que soit l'Allemagne, soit l'Italie soient d'accord. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais ça serait tellement regrettable que même cette petite mesure, l'Union européenne ne soit pas capable de les adopter. Mais on verra bien, le Conseil n'est pas encore dit son dernier mot. Mais pour les autres choses, il faut la règle de l'unanimité. Il y aura toujours un pays qui va bloquer, donc au moins un. Donc je n'attends pas que l'Union européenne soit capable de faire Est-ce des que actions qu'il faudrait faire. vous avez retrouvé une Oui. certaine liberté de ton, on l'entend bien, Josep Borrell. L'Estonienne qui vous a succédé, Kaja Kallas, a été très dure avec votre bilan de 5 ans. Elle juge que vous n'avez pas fait assez. Qu'est-ce que vous répondez? Bah, écoutez, quand on est dans un rôle comme celui des hauts représentants, je pense qu'on a déjà beaucoup trop de travail et qu'il ne faut pas dépenser son temps à critiquer son antecesseur ou son successeur. L'histoire va nous juger à tous. L'histoire va nous juger à tous et en attendant, faisons chacun le meilleur que nous savons. Vous étiez aussi en charge de la sécurité. L'augmentation des budgets de défense à hauteur de 5 demandés par Donald Trump, les droits de douane unilatéraux de 15 avec des engagements d'achat d'armes aux Américains. Est-ce que vous jugez que les Européens aujourd'hui sont complètement soumis à l'Amérique de Trump? Il y a des vassaux heureux, il y a des gens qui sont très contents d'avoir quelqu'un qui les protège, moyennant un paiement. Et je trouve que l'accord commercial, c'est pas bon pour l'Europe et il n'aurait pas dû accepter ces termes-là. De la même façon que les 5% des dépenses militaires, c'est un acte de servitude vis-à-vis de Trump, qui nous a imposé les 5%. Et s'il avait dit les 6%, ça aurait été la même chose, avec la différence remarquable de l'Espagne, qui a dit qu'elle n'était pas d'accord. Mais c'est un peu l'attitude, vous savez, tout le monde là, en disant des flatteries, en faisant bon, des attitudes, c'est les images qui comptent. En politique, l'Europe a montré sa faiblesse, et la faiblesse a un coût. Alors, des drones ont été repérés au-dessus de 4 aéroports du Danemark. Des incidents qui se multiplient dans le ciel des pays de l'Union européenne et même dans la Baltique, bien sûr. Pour vous, il n'y a pas de doute, les Russes testent nos nerfs et notre solidarité militaire? Si c'est les Russes, et c'est difficile d'imaginer qu'ils puissent être quelqu'un d'autre, et certainement, ils sont en train de tester nos capacités de répondre, notre volonté d'agir, notre unité. Ben, vous savez, rappelez-vous, quelques jours avant l'invasion russe de l'Ukraine, quand j'ai présenté la boussole stratégique européenne pour la défense européenne, j'avais dit l'Europe est en danger, nous sommes en danger, nous n'avons pas les capacités militaires pour faire face à une attaque. À l'époque,
personne m'a écouté, évidemment. Ben, les gens étaient dans la paix heureuse sous les parapluies militaires américains. Puis après, la guerre d'Ukraine est venue. Et maintenant, c'est évident que la Russie, avec la bienveillance du président Trump, essaye de... Parce que vraiment, la bienveillance que Trump a démontrée vis-à-vis de Poutine, qui est accusé par la Cour pénale internationale, et c'est quand même remarquable. Bon, ben, c'est évident que quelque chose se passe. Moi, ce que je trouve, c'est dire, ah, si la Russie continue comme ça, ils vont voir. Ils vont voir quoi? Qu'est-ce qu'ils vont voir? C'est pas la première fois qu'on menace la Russie avec des sanctions. Et puis après, rien ne se passe. Et les Russes le savent bien. Donc c'est D'ailleurs, un test pour savoir qu'est-ce que nous sommes capables de faire. voilà, la Commission européenne propose justement un 19e paquet de sanctions contre la Russie qui doivent plaire à Donald Trump puisque il avait appelé les Européens à imposer des droits de douane à la Chine et à cesser de s'approvisionner en hydrocarbures russes, y compris d'ailleurs ses grands amis, la Hongrie et la Slovaquie que vous mentionniez. 20% de notre gaz naturel liquéfié provient toujours de Russie. C'est un bon mouvement? Ben, jusqu'à maintenant, ça a été bloqué par cette histoire de l'unanimité. On a discuté beaucoup de fois de ça, et il y a toujours des pays, et tout le monde sait de quoi je parle, de qui je parle, qui ont dit non à ça. La Mais Hongrie permettez-moi de dire que et et la d'autres, mais Slovaquie. surtout l'Hongrie. Voilà. Mais surtout, permettez-moi de dire que la Commission européenne n'a pas la capacité de proposer des sanctions. Seulement peuvent proposer soit le représentant, soit un État membre. C'est l'Union européenne à la fin qui doit l'approuver. Sous la proposition, j'insiste, pas de la Commission, mais du haut représentant ou d'un État membre. Et je ne sais pas si cette fois-ci ça va passer. Et ça devrait passer, parce que c'est vrai qu'on continue à financer la Russie en lui achetant des hydrocarbures et des gaz. Et c'est vrai aussi qu'on continue à financer la Russie d'une façon indirecte en achetant des produits pétroliers qui sont distillés dans l'Inde avec du pétrole russe. Si on ne peut pas importer du pétrole russe, on ne devrait pas non plus importer d'un tiers pays ce qu'on obtient à partir du pétrole russe. Et dans Vous ça, êtes favorable, Joseph Borrell, à ce que justement les avoirs russes gelés eh bien, puissent constituer un moyen de prêter de l'argent à l'Ukraine. C'est ce que propose aujourd'hui la Commission et qu'il y a ensuite des réparations qui soient prélevées. Est-ce que c'est jouable juridiquement cela? on a discuté beaucoup de ça. Et finalement, on a décidé de prendre pas les capitales, mais les revenus du capital. Parce que les avocats ont dit, ah, on ne peut pas prendre les capitaux, ça serait contre la loi internationale, mais on peut prendre le revenu du capital. Ce qui pour un économiste, c'est un peu bizarre, parce que si les capitaux appartiennent à quelqu'un, les revenus de ces capitaux-là aussi appartiennent Donc aux vous êtes propriétaires pour des qu'on en capitaux. reste là? On en reste là ou pas? On en reste aux Non, revenus? moi je serais tout à fait favorable, mais pour cela, il faut d'abord qu'on ait une base légale solide, qu'on n'a pas trouvée avant du mois de décembre, quand je suis parti de Bruxelles, on ne l'avait pas trouvé. Je ne sais pas si maintenant, par art de miracle, on l'a trouvé. Et en D'accord. deuxième lieu, il faut trouver l'unanimité, parce que c'est bien de proposer des choses, mais finalement, il faut que les États membres, qui sont les maîtres de la décision, veuillent le faire. Et franchement, pour l'instant, je ne vois pas l'Hongrie de dire oui, on est Ni d'accord, on va d'ailleurs la saisir Belgique où se 300 situent ces milliards. avoirs. Au chapitre des ingérences russes, Joseph Borrell, rappelons que les Moldaves se rendent aux urnes le 28 septembre pour des élections législatives, moins d'un an après une présidentielle perturbée par l'ingérence russe et un référendum sur l'adhésion à l'Union européenne validé de justesse. Le parti pro-européen de Maya Sandu pourrait perdre sa majorité absolue au profit des partis populistes alignés sur le Kremlin. C'est un enjeu, ce serait un enjeu important pour l'Europe. Les gens peut-être ne savent même pas quelle est l'importance stratégique de ce petit pays qui est déjà à moitié occupé par les troupes russes. C'est un pays qui n'est pas membre de l'OTAN, qui est aux portes de l'Europe et qui malheureusement serait le prochain candidat
à subir des attaques russes si l'Ukraine devait perdre cette guerre. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens en France qui considèrent que la Russie n'est pas un danger existentiel pour l'Europe, que l'Ukraine c'est un problème et que ça n'ira pas plus loin. Malheureusement, oui, et la Moldavie est sous une énorme influence russe, une énorme pression russe, avec tous les moyens. La désinformation, c'est là où la Russie déploie toutes ses capacités, et sont beaucoup. Et le sort de la Moldavie, c'est stratégiquement très, très important pour nous. Alors, Josep Borrell, dans notre rubrique Ligne directe, nous donnons la parole aux jeunes sur l'Espagne, qui a déjà une politique migratoire très différente du reste de l'Union européenne. Écoutons tout de suite Anas vous interpeller. L'Espagne et la France ont signé en 2021 un accord historique de double nationalité. Pourtant, avec des pays comme la Roumanie, l'Italie ou même le Maroc, où il existe de très grandes communautés en Espagne, ces accords restent bloqués. Ne pensez-vous pas que faire avancer ces conventions serait une manière concrète de renforcer la citoyenneté européenne diverse et d'offrir un contre-modèle face à la montée de l'extrême droite? Alors, votre réponse sur ce thème Euh, très sensible? L'Espagne, là aussi, elle est à contre-courant. Elle est à contre-courant de la dépense militaire. Elle n'accepte pas l'imposition trumpienne de 5%. Elle est à contre-courant de la majorité. Elle a été l'avant-garde de la reconnaissance de l'État d'Israël. Il faut le dire ça en honneur du président du gouvernement espagnol. Il est surtout en matière migratoire, elle est en train d'employer un modèle complètement différent du modèle de, par exemple, l'Italie de Meloni. Un système beaucoup plus humanitaire, l'injection de forces du travail qui viennent de la migration. Ça nous a donné un élan économique et sans ça, la société espagnole ne marcherait pas. Merci à vous, Josep Borrell, d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez sur nos deux médias, l'actualité continue.